Pour de nombreux fans aujourd'hui, Harry Potter, c'est ça. Pour d'autres, c'est ça. Mais pour certains ayant grandi avec les sorties des livres et des jeux du début des années 2000, Harry Potter, c'est aussi ça. Certains d'entre vous vont alors se dire qu'ils n'ont jamais vu ces illustrations et ces produits dérivés, et c'est normal. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces illustrations, de leur origine à leur utilisation. Pour comprendre d'où viennent ces illustrations, on a besoin d'un peu de contexte et d'un peu d'histoire. Dès la parution du premier tome en 1997, le futur producteur de la saga, David Heyman, s'intéresse à l'adaptation cinématographique de la série. Dès 1998, la Warner Bros. Acquiert les droits d'exploitation et en fera la franchise qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors que le premier film ne sort qu'en 2001, la Warner compte bien capitaliser sur cette nouvelle acquisition assez rapidement. Bon, ok, j'avoue, c'est plutôt une interprétation de ma part parce que c'est plutôt difficile de trouver des infos sur cette période qui précède les films vers 2000-2001. Ce qui est sûr, c'est que la Warner a rapidement voulu sortir des goodies et produits dérivés sur la saga, et ça nous donne cette série d'illustrations magnifiques, loin des designs assez simples, fades qu'on peut avoir sur les produits dérivés qui sortent aujourd'hui. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont replonger plus de 20 ans en arrière, à l'époque où, même si Harry Potter avait déjà une belle notoriété, chaque nouveau visuel nous émerveillait et où la chasse aux produits dérivés se faisait plus rare. Ce qui est si passionnant avec ces artworks, c'est qu'ils ne reprennent en aucun cas l'imagerie utilisée par les films, mais bel et bien celle du matériau de base, à savoir les livres. Rien que cette illustration de Poudlard en est la preuve. Plusieurs hautes tours, avec un très grand nombre de fenêtres et à l'apparence assez inquiétante. Il en va de même pour notre trio favori, Harry, Ron et Hermione. Là où les films ont fait le choix des uniformes anglais, avec les couleurs des maisons apposées sur les tenues, les livres sont plutôt clairs là-dessus. Une robe de sorcier noire et un chapeau. Rien de plus, rien de moins. Et les illustrations reprennent une grande partie de cette imagerie. Chaque membre du trio n'a que ses habits moldus sous leur robe de sorcier. Et ces dernières ne sont pas identifiées aux couleurs de leur maison. Du coup, j'ai voulu creuser un peu pour savoir comment ces illustrations étaient nées et surtout par qui elles avaient été créées. Non, sérieusement, regardez-moi cette beauté. Moi je veux savoir qui a fait ça. Ce qui est compliqué sur cette époque, c'est que les artistes sont très peu crédités. J'ai fouillé, j'ai gratté, j'ai tapé, j'ai fait mes recherches, etc. J'ai eu énormément de mal à trouver, mais en farfouillant un peu, je suis tombé sur un artiste qui s'appelle Fred Bode. Et Fred Bode, c'est l'artiste à qui on doit cette superbe illustration de Harry au cours de Rogue, qui est hyper connue et qu'on a beaucoup vu circuler au début des années 2000. On apprend que pendant la production du film, la Warner a demandé à Fred Bode des illustrations des moments clés de l'œuvre. J.K. Rowling a adoré la patte artistique de Bode et a alors approuvé ses dessins comme modèle pour les futures illustrations. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, ces illustrations ont servi à la publication d'un tas de produits dérivés Harry Potter avant même la sortie du premier film en novembre 2001. Parmi ces fameux produits dérivés, un d'eux va nous intéresser en particulier de par sa popularité, le Trading Card Game Harry Potter. Bon, et là je vais être obligé de marquer une petite pause. On parle du Trading Card Game Harry Potter, donc ces petites choses là que vous avez là, ce paquet là de démarrage, ces petites cartes qu'on a ici, je sais pas si certains d'entre vous les connaissent. C'est quoi le problème avec ces prix ? Non, sérieusement, moi il y a quelques années, je me suis racheté 3-4 boosters neufs, 3 pour être précis, pour 11 € les 3. Aujourd'hui, un booster c'est dans la quarantaine-cinquantaine d'euros. Bon, maintenant que j'ai poussé mon coup de gueule contre les méchants et vils spéculateurs, on peut revenir à notre sujet. Grâce à ce jeu de cartes, on va se rendre compte que le travail en tant qu'illustrateur de Fred Bode va servir de base pour toutes les illustrations du jeu de cartes Harry Potter. La première série du jeu de cartes sort en août 2001, quelques mois avant la sortie du premier film, et on va se rendre compte que toutes les illustrations sont la plus pure continuité du travail de Fred Bode. Pour être honnête, c'est surtout grâce à ce jeu de cartes Harry Potter qu'on arrive à avoir un peu plus d'infos sur les artistes ayant travaillé sur ces illustrations-là.
Parmi les artistes présents sur le jeu de cartes Harry Potter, on peut avoir Bob Pettillo, Pete Winters ou encore Cindy Salant-Rosenheim. Je suis toujours autant fasciné par cette sorte de pré-exploitation de la Warner, non seulement parce que ça me provoque une nostalgie me ramenant en enfance, mais aussi parce que je trouve ce style graphique absolument sublime. D'ailleurs, pour les besoins de cette vidéo, j'en ai profité pour me mettre quelques produits dérivés de cette époque-là juste à côté de moi pour vous montrer. Et je pense notamment au petit design, vous voyez, des cartes de choco-grenouille qui sont vraiment très belles. Je pense aussi ce genre de produit-là, le réveil de la répartition, l'illustration que je vous ai montré tout à l'heure de Harry au cours de Rogue. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment très sympas, des livres puzzle, la baguette tout simplement de Harry qui a été faite à travers les illustrations de Fred Bode toujours. C'est vraiment une période qui me fascine et que je trouve vraiment très créative et très intelligente et très bien faite et surtout qui s'inspire du matériau de base, des livres. Et d'ailleurs, en parlant de style graphique, non seulement il s'agit des illustrations que je vous présente depuis le début de cette vidéo, mais aussi des logos, des typographies. Je vous ai présenté l'esthétique des cartes de Choco-Grenouille avec son propre logo, ses propres designs de cartes, mais on peut aussi penser au logo des maisons, à ce genre de choses-là. Tout ce style graphique a malheureusement été stoppé en 2003, un an avant la sortie du troisième film, dans un souci d'uniformisation de la saga cinématographique. Depuis, la plupart des produits dérivés que l'on connaît ont suivi la direction artistique des films. Même s'il est tout à fait compréhensible que la Warner ait uniformisé ses produits dérivés pour que le public s'y retrouve, j'ai malgré tout toujours trouvé qu'on y perdait en charme et en originalité. Ces artworks et cette patte graphique avaient le mérite d'apporter une autre vision de l'œuvre de J.K. Rowling, et je retrouve un peu ça aujourd'hui dans les éditions illustrées de Minalima qui proposent leur propre interprétation graphique de l'univers du sorcier. Comme vous avez pu le voir, bien qu'assez avare en termes d'informations concrètes, l'histoire de la pré-exploitation par la Warner s'avère riche et complexe. J'espère avec cette vidéo vous avoir donné envie d'en savoir plus sur cette merveilleuse période qui précède la sortie des films. C'était Alexandre de Potter+, ne cessez jamais d'apprendre.